Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine au cinéma. Avec mes 4 invités, nous nous intéresserons tout d'abord aux films en salle cette semaine, ceux qu'ils sont déjà comme Un parfait inconnu, le film sur Bob Dylan, et puis ceux qui sortent ce mercredi comme Maria, le biopic sur Maria Callas, et God Save the Tuche. Nous sommes à un mois des cérémonies des Césars et des Oscars. Nous en profiterons donc pour évoquer les listes des heureux sélectionnés et peut-être se demander qui sont les grands favoris et qui sont les grands absents peut-être de ces listes. Et puis en fin d'émission, nous nous projetterons dans l'avenir pour savoir quels sont les films à voir au mois de février, à commencer par The Brutalist, qui est aussi un des favoris des Oscars, et puis les films de Francesca Comencini ou Costa Gavras. Le club Le Figaro Culture, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Clara Géliot, vous êtes chef de service cinéma au Figaro Magazine. Bonsoir Pascaline Potvin, vous êtes chef de service culture chez Madame Figaro. Éric Nehoff, vous êtes journaliste, chroniqueur, chef de votre propre service. Vous êtes aussi écrivain. Votre dernier récit romanesque s'appelle Pain Total. Il vient de paraître chez Albin Michel. C'est un livre absolument extraordinaire. Je vous le conseille vivement. Vous racontez votre accident de voiture et les suites de votre accident de voiture lorsque vous aviez 22 ans en Espagne. Ouais. Vous y parlez beaucoup de cinéma, puisque vous en profitez pour brosser un petit peu un portrait de cette époque et de cette année-là. Je crois que le premier film que vous avez vu en sortant de l'hôpital, c'était un film d'Elie Chouraki. Ouais, j'ai pas de peau. Hein. Mais après, vous êtes rattrapé. Et non, quand vous étiez à l'hôpital, vous raconttiez que vous entendiez parler des films et vous rêviez d'aller les voir. Pendant un an, j'étais sevré de cinéma, donc je voyais que sortait Voyage au bout de l'enfer et ça me rendait dingue d'être coincé dans cette chambre. Bonjour Anne-Sophie Mercier, vous êtes journaliste au Canard enchaîné, vous lisez religieusement toutes les semaines le portrait de la page 7, le fameux portrait de la page 7, redouté par ceux qui se font croquer, mais adoré par vos lecteurs. Vous occupez aussi de cinéma, et vous avez aussi écrit plusieurs livres, dont un sur Michel Piccoli et un sur Serge Reggiani. Alors je vous propose de commencer ce club en évoquant les films qui sont déjà en salle cette semaine, avant de s'occuper vraiment des nouveautés, avec un en particulier que vous avez tous vu, et je crois qu'il fait l'unanimité, qui est Un parfait inconnu de James Mangold, qui raconte quelques années de la vie de Bob Dylan, ses tout débuts. Je suis obligé de vous donner la parole en premier, Pascaline Potvin, puisque vous êtes aussi Madame Musique parmi nous. Qu'est-ce que on a toujours des réticences sur les biopics musicaux en général. Celui-ci apparemment Celui-ci est plutôt réussi, de facture assez classique, on va pas se mentir. Donc il raconte l'arrivée de Bob Dylan, incarné par Timothée Chalamet, à New York, alors que la scène folk est en pleine ébullition. Il est plein d'ambition, il est plein de talent, il a même du génie. Et donc il arrive, il se confronte à cette scène dans laquelle il rentre assez vite, parce qu'il rencontre Woody Guthrie et Pete Seeger, qui sont des grandes figures de cette scène-là. Pete Seeger, incarné par Edward Norton, qui est très bon, va devenir un peu son parrain, son mentor. Il est aussi tiraillé entre deux femmes. Suze Rotolo, qu'on verra ensuite sur la pochette de The Freewheeling Bob Dylan, qui a été rebaptisée dans ce film Sylvie, je ne me rappelle plus du nom du personnage, à la demande de Bob Dylan, qui voulait préserver l'intimité de Suze Rotolo, et Joan Baez, évidemment. Et donc on a toute cette histoire qui se met en place. Voilà, moi je trouve que c'est un film de facture assez classique. Les fans de Dylan n'apprendront pas forcément grand-chose qu'ils ne savent déjà. Mais on rentre quand même dans cette histoire parce que le mérite que je lui trouve, moi, c'est qu'elle laisse énormément de place à la musique. Le problème des biopics, souvent, c'est qu'on est beaucoup sur la vie des stars, des rockstars, qui est souvent tellement romanesque qu'il n'y a même pas de scénario à écrire. Tout est là, on raconte leur vie et les chansons sont un peu là pour faire prétexte, pour faire vendre une compile de plus ou faire des streams en plus, ce qui va sûrement se produire ici. Alors que là, la musique est aussi présente, voire plus que ce qui se passe dans la vie privée et dans la vie de Bob Dylan. Les chansons, elles sont exploitées du début à la fin. Il y a les sous-titres, on comprend le sens des chansons, toute la portée du génie poétique de Dylan, qui n'a pas reçu un prix Nobel de littérature pour rien. Et en ça, je trouve que c'est un biopic musical réussi, parce que la musique est l'un des personnages principaux de ce film. La musique, il y a quand même du cinéma dans ce film, Éric Nehoff. Bah oui, mais même si on déteste Bob Dylan et qu'on n'aime pas Timothée Chalamet, c'est le film qui a l'air d'être votre cas. Ouais. Non, c'est étonnant. Et puis, c'est pas un biopic si classique que ça. C'est pas
la clinique jusqu'au cimetière, en gros. Là, ça s'arrête au moment où Dylan bascule dans l'électrique, ce qui est un scandale pour les puristes. Et on voit la construction d'une statue. Ce type-là est odieux, égoïste, a du talent, visiblement. Et Chalamet fait complètement oublier ses petites performances d'elfe dans un tas de films. Et on voit ce voyou génial avec sa guitare et sa liaison avec John Baez. Moi, j'ai appris pas mal de trucs parce que j'étais pas du tout spécialiste. Et c'est un très, très beau film. Et contrairement au précédent qu'avait fait James Mangold sur Johnny Cash, le biopic plan-plan. On aperçoit d'ailleurs Johnny Cash à un moment donné avec son blouson de cuir, plusieurs fois même, ses cheveux gominés. Non, le film est très très intéressant et c'est un peu l'enfance d'un chef. Anne-Sophie, vous citez Sartre maintenant, c'est incroyable. Anne-Sophie Mercier. Là, c'est le meilleur biopic que j'ai vu. Ah oui, à ce j'en ai pas vu tant que ça, je relativise un peu. J'en ai pas vu tant que ça, mais j'ai jamais vu un biopic pareil. D'abord, je suis d'accord sur le plan musical, c'est formidable. Et ensuite, j'adore cette façon de décrire Dylan comme une bête sauvage. C'est une bête, c'est un homme de rupture, c'est un homme de liberté. La seule chose qui compte, c'est la musique, c'est les mots. Et c'est quelqu'un qui piétine les conventions, l'amour, etc. C'est vraiment c'est formidable. Moi, j'avais envie de sauter sur les fauteuils. Oui, mais il n'est pas épargné. C'est vraiment loin d'être une hagiographie. Ses rapports avec les femmes, notamment, il n'est pas du tout épargné. Pas à son avantage. Et bon, c'est magnifiquement incarné, magnifiquement chanté. Alors, je ne sais pas si la jeune femme qui joue John Baez a suivi ou non des cours de musique. C'est un débat entre journalistes, mais franchement, elle est formidable. C'est un sacré film. Clara Gilot, vous avez rencontré Norton pour ce film, plutôt que Timothée Chalamet, Chamallow. Pete Seeger. Vous savez, c'est tout. C'était intéressant parce qu'il m'a raconté un petit peu comment ils avaient travaillé. Il m'a parlé aussi de Timothée Chalamet, comment il travaillait. Il m'a dit, j'ai rarement vu un acteur aussi investi que lui. Et effectivement, il chante toutes les chansons en live. Ça n'a pas été trafiqué après par l'intelligence artificielle comme sur d'autres films. Et c'est effectivement donc ce n'est pas un biopic. Oui, parce que c'est 4 ans de sa vie. Voilà, 4 ou 5 ans. Faut dire aussi que c'est une belle histoire d'amour, un triangle amoureux entre donc, cet homme qui effectivement ne pense qu'à sa musique et ces deux femmes qui l'aiment. Et je trouve que la façon dont on montre comment l'amour peut échapper à Elle Fanning, je trouve que c'est très, très joliment raconté aussi. Il y a plein d'entrées. Un parfait inconnu de James Mangold. Dans les films qui sont déjà à l'affiche, il y a un film qui, bizarrement, a fait très très peu d'entrées, mais c'est sans doute à cause de vous, avec Neuf, parce que vous en avez dit le plus grand mal, qui est un 3 mousquetaires féministe. Faire rentrer du monde. Toutes pour une. Ouais. Qu'est-ce que vous avez contre ce film ? Ah, rien. J'aurais voulu qu'il soit bien. Parce que c'était... l'idée de faire des mousquetaires des femmes, pourquoi pas, mais le film n'en fait absolument rien. Sont des femmes, voilà, donc elles ont des fausses moustaches, elles se compressent les seins avec des bandages. Du coup, quand on regarde le film et qu'on voit le personnage principal, on pense plus à Cyril Hanouna qu'à D'Artagnan. Et on se met, si j'avais cru ça un jour, à regretter José Dayan. Parce que vous allez très loin, Eric. Ouais, non, c'est curieux parce que le premier film de cette fille était pas... Ouda Benyamina, c'était divine. Ouais. Et là, avec tous ces moyens, ça a dû coûter très cher. Et il y a un mauvais signe, c'est que quand on regarde l'affiche, ils sont 3 ou 4 à avoir travaillé sur le scénario. Et ça se voit tout de suite à l'écran, ça patine complètement, ça part dans tous les sens. Et je sais pas, pour faire moderne et un peu redynamiser le propos, il y a sans arrêt des morceaux de chansons anglo-saxonnes qui arrivent là comme des chevaux sur la soupe. Non, c'est triste, c'est vraiment pas divin ce coup-ci. Et on peut pas dire que c'est la misogynie qui vous anime, parce que Clara Gilot, vous avez détesté aussi, je crois. Ouais, moi je me suis demandé quel était le souci d'Ouda Benyamina. Ouda Benyamina, ouais, avec les hommes, je sais pas, on a l'impression qu'au détour des dialogues, elle en profite pour
sortir des punchlines féministes, mais qui n'ont pas vraiment de portée. Je trouve que c'est complètement raté, quoi. Ouais. C'est tellement raté que c'est une des plus grandes catastrophes industrielles du cinéma français depuis très longtemps, puisque je crois qu'il y en a à 15 000 entrées pour un budget de plusieurs millions d'euros. C'est assez rare que ce soit à ce point-là. C'est une petite ville de province qui est malheureuse, 15 000 personnes qui sont allées voir ça. Pensons. Anne-Sophie, un film géorgien que vous avez beaucoup aimé, qui est déjà en salle, April. C'est un film oui, alors je lis ma fiche parce que le nom de la réalisatrice n'est pas si simple à prononcer. Bravo. Prénom Déa. Ça, c'est plus facile. Voilà, c'est un peu plus simple pour moi. Le film a obtenu le prix du jury à la Mostra de Venise. Je crois qu'Isabelle Huppert a eu un coup de cœur pour ce film, elle l'a défendu. C'est assez âpre, c'est assez sinistre, mais c'est quand même formidable. Et quelquefois, il faut dire qu'un film dur, un film coup de poing, ça peut être génial. C'est l'histoire d'une jeune obstétricienne en Géorgie qui travaille à l'hôpital et qui va dans les villages géorgiens et qui pratique des avortements. C'est un film féministe, un film sur le corps des femmes, mais dit comme ça fait cucu, et c'est formidable. C'est génialement filmé. On n'a jamais filmé un avortement comme ça. Alors, on peut se dire, je vais pas au cinéma pour voir ça, mais on peut aussi se dire, je vais au cinéma pour voir ça. On n'a jamais filmé un accouchement non voulu comme ça, et on comprend très très bien les douleurs et les souffrances des femmes dans des lieux où elles ne peuvent pas choisir ce qu'elles veulent faire de leur corps. C'est vraiment génial. Il y a eu un très beau film de Christian Mungiu, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, quelques années à Cannes, qui a eu la Palme d'Or, qui était très réussi. Allez, on passe aux films qui sortent cette semaine avec le grand film. Alors, Bridget Jones, je vous dis tout de suite, on n'a pas le droit d'en parler puisque vous avez signé et que vous allez respecter votre parole. Donc, on n'a pas le droit d'en parler avant sa sortie, donc nous n'en parlons pas. En revanche, Maria, sur Maria Callas, Pascaline. Encore un film sur une star de la musique, une icône de la musique, Angelina Jolie qui incarne Maria Callas, mais cette fois-ci, donc là aussi, on va dire que c'est pas un biopic classique puisque c'est les derniers jours, les dernières semaines de la vie de Maria Callas. C'est par Pablo Larraín qui avait déjà fait, qui s'était attaché à quelques jours comme ça d'icône Jackie Kennedy, Spencer, Lady Diana. Et Pinochet. Oui aussi, dans un autre genre, moins féminin. Mais moi j'ai le sentiment, après avoir vu Jackie et Spencer, que c'est toujours le même film en fait. Ah oui. Ah ouais, moi ça m'a vraiment... j'ai pas trouvé ça mauvais, nul, mais je me suis quand même assez ennuyée. J'ai toujours l'impression de voir le même film. Je trouve qu'Angelina Jolie, elle fait de son mieux, mais c'est quand même un peu mono-expressif, toujours dans cette espèce de tristesse drapée dans sa dignité. On reparlera peut-être ensuite ensemble de la performance musicale et vocale, mais là, justement, c'est un film où on ne voit pas beaucoup de musique. On l'entend beaucoup chanter, mais il y a un twist, on va le dire, hein, c'est sa voix qui a été mixée, elle a pris des cours, sa voix est mixée avec celle de la Callas. Bon, pourquoi pas, mais je trouve que moi, ça n'apporte pas grand-chose. Donc c'est ni la Callas, ni Angelina Jolie. Tout à fait la même... voilà. Tahar Rahim, oui, ils avaient fait le même procédé. Voilà, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, quoi. Ouais. Et pour moi... Moi, je trouve que c'est surtout un film sur Angelina Jolie, en fait. Un film sur Angelina Jolie, elle-même, voilà, icône. C'est vrai qu'elle est déjà morte, ça. La seule différence, c'est qu'elle est peut-être moins solitaire, parce qu'Angelina Jolie est entourée de ses enfants, même s'il y en a qui ont quitté le nid depuis. Mais une femme solitaire, drapée dans sa solitude, perdue dans ses souvenirs, enfermée dans l'image qu'on a d'elle, alors qu'elle est, paraît-il, très différente. Une femme dont un homme a brisé le cœur en la quittant brutalement pour une autre. C'est un peu trop, les ficelles sont un peu trop visibles. On voit trop là. Voilà, je trouve que c'est plus un film sur Angelina Jolie que la Callas. Moi, j'aurais préféré en apprendre davantage sur la Callas. Clara, vous approuvez du chef? Oui, non, mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression de voir un album photo de la Callas, de photos qui sont extrêmement célèbres et que Pablo Larraín s'est amusé à recopier avec des costumes, des maquillages, des coiffures. Mais ce qui se fait aussi dans le Bob Dylan, il y a aussi des scènes, on voit bien, qui correspondent à des images qu'on a en tête, des photos qu'on a en tête. Oui, la carte postale est bien faite. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est davantage censé... Le Bob Dylan, on est vraiment dans une peinture de l'époque. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment plus censé faire écho au personnage, avec ce côté mausolée. Elle est pas morte, qu'elle est déjà dans un mausolée. Je pense que voilà, il y a plus quelque chose de fictionnel là-dedans.
mais il n'y a pas beaucoup d'émotions. Les souvenirs viennent en flashback. Du coup, moi, je trouve que c'est quand même un biopic assez classique, au mauvais sens du terme. C'est assez décevant, mais enfin décevant, je ne sais même pas si on peut dire ça, parce que les précédents, ce que vous disiez, j'avais eu le même sentiment sur Spencer, sur Jackie. C'est toujours un peu pas complètement réussi, quoi. Et God Save the Tuche, alors? Ah, bah, God Save the Tuche, c'est complètement raté, en revanche. Ah oui, non, là, c'est-à-dire qu'on voit venir les vannes à des kilomètres, qui sont donc pas très drôles. Alors, c'est dans la parfaite lignée des précédents. Hein. Là, c'est Jean-Paul Rouve qui l'a réalisé cette fois-ci. Mais, bon, alors peut-être que les aficionados, ils trouveront leur compte. Moi, j'aimerais que ça me fasse rire, mais définitivement, ça ne me fait pas rire. Je trouve ça vu, revu, lourdingue, quoi. Je ne sais pas comment dire. Bien, bah ça c'est fait pour God Save the Tuche. Est-ce que vous allez dire du bien du nouveau Soderbergh? Alors, il y en a un tous les 3 mois, je sais bien, mais présence... Oui, je pourrais en dire du mal si je ne l'avais pas complètement oublié. Alors que la semaine dernière, je trouve ça lamentable, sans intérêt. On dirait un film réalisé par un jeune gars en première année de l'IDEC, enfin de la FEMIS maintenant, avec son téléphone portable qui se dit, tiens, je vais raconter une histoire de fantôme. Ah, c'est assommant. Pourtant, Soderbergh a du talent, mais là, je pense qu'il a perdu un pari et que ses amis lui ont fait payer cher. Je crois qu'il y en a un autre dans 2 mois, donc il sera forcément meilleur. Ouais, moi, je vous trouve un peu dur, parce que je trouve, effectivement, c'est un petit Soderbergh, mais qui fait tellement de choses tout le temps, entre ses projets pour la télé, les séries et tout. Mais ça, je ne veux pas savoir. Non, mais toujours, si sa grand-mère est morte, si son chien est parti... Non. Il fait beaucoup de choses, et donc il y a des petits et des grands, mais je trouve que c'est pas si mal réussi. Ouais. Pour revenir sur l'histoire, c'est une famille américaine, 2 parents, 2 ados qui emménagent dans une maison, sauf qu'il y a déjà quelqu'un dans la maison, donc une fameuse présence, et tout le film va être vu à travers le regard, la perspective de cette présence, donc via une caméra subjective, plutôt grand angle. Et la présence, comme elle est là tout le temps, elle va être aux premières loges de tous les dysfonctionnements de cette famille, puisque toutes les familles sont dysfonctionnelles, et notamment va mettre en lumière des traumas, de la poussière, enfin des choses sous le tapis qui sont vraiment pas jolies. Moi, j'ai trouvé ça assez beau parce que, au-delà du concept formel, qui est ce qu'il est, mais qui est pas mal, je trouve, il fait un film un film de peur, un film de poltergeist, dans lequel il insuffle des thèmes assez actuels sur la masculinité toxique, la maternité toxique aussi, le consentement... le cinéma toxique, surtout. Moi, je trouve pas. C'est très minimaliste, il y a 5 personnages. Sur le consentement, sur le trauma, la résilience. Et je trouve que ça donne une teinte mélancolique assez séduisante à un film qui est censé être un film de peur, un thriller, un film d'épouvante. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de gore, mais il y a quand même une tension. Et je trouve que ce mélange de tension et de mélancolie donne une tonalité assez singulière et assez réussie. J'ai bien aimé. Anne-Sophie, on va sortir du gore, d'attention. On a oublié de parler de Jean-François Laguioni et son film Slocum et moi. C'est un très beau film. Ouais. Sans doute son dernier, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il a dit Olivier Delcroix dans le Figaro. Donc, si c'est écrit dans le Figaro, c'est que c'est vrai. C'est forcément vrai. Donc c'est son dernier. C'est merveilleux. Pour ceux qui aiment le cinéma d'animation, c'est merveilleux. Esthétiquement, c'est merveilleux. C'est un fabuleux coloriste. Ça se passe sur les bords de la Marne. C'est un gamin dans les années 50 qui vit avec ses parents. Son père, il travaille le bois. Et un jour, son père fait dans le jardin un énorme bateau en bois. C'est le bateau de Joshua Sokloum, qui était un très grand marin, le premier à avoir fait, le tour du monde en solitaire, etc. Et alors, donc, cette espèce d'aventure dans le jardin, parce qu'évidemment, ce bateau ne va jamais naviguer. Donc, il découvre à travers ça la liberté, l'utopie, l'amour parental. Et puis, il va aussi apprendre à prendre le large, lui aussi. Au sens propre, ouais. C'est génial, allez-y. Si vous aimez le cinéma d'animation, c'est une merveille. Slocum et moi. À partir de quel âge on peut... À partir de quel âge je pense, je dirais 8 ans. 8 ans, et après, il n'y a pas de limite. 8 ans, et avant. Non, 8 ans, et après. Allez, on termine ce tour de table des films à affiches. Comme vous êtes assez deux pour deviner les films qui vont bien marcher, genre un petit truc en plus ou en fanfare. Comme vous me parlez depuis 15 jours de La Pampa,
Ah oui. Un film d'Antoine Chevrollier, qui est un peu dans la veine de Vindieu, qui se passe dans cette France rurale, autour d'une adolescence qui s'ennuie et qui va être confrontée de manière assez brutale à la perte de l'innocence. C'est un très joli film porté par Saïd El Alami qu'on avait vu dans Nos enfants préférés, Nos enfants après eux, récemment, ouais. Et qui a été révélé par la série Oussekine. Amaury Fouché est très bien aussi. Il y a Artus d'ailleurs qui tient un rôle plutôt dramatique. C'est un drame plutôt, mais très joli film, et je vous dis, dans un univers qu'on a... alors j'allais dire qu'on a moins l'habitude de voir en ce moment, mais finalement il y en a pas mal, mais ouais, très, très réussi. Pascaline, ouais, vous l'avez vu. Ça, il y en a beaucoup en ce moment, parce que c'est vrai qu'on s'inscrit dans la lignée de Vindieu, de Leurs enfants après eux, de L'amour ouf dans une certaine mesure, ou même de Diamant brut. C'est un peu les films Nos régions ont du talent, et nos jeunes surtout. Et ça pourrait s'essouffler. Moi, quand j'y suis allée, au début, les premières images, je me suis dit, ça y est, on arrive à la fin de la comète de son genre. On va commencer à retrouver des poncifs. Voilà, ça va un peu me fatiguer. Et en fait, ça change parce que déjà, c'est un drame, comme vous l'avez dit. Parce qu'il y a de la vivacité, parce qu'il y a de l'énergie. Parce que ça se passe, là, en l'occurrence, dans le milieu du motocross. Que les personnages font du motocross et qu'il y a des scènes de moto qui sont superbement filmé. Je n'y connais rien en motocross, je n'y connais rien en sport automobile, mais il y a notamment une scène finale qui est filmée là aussi en caméra subjective. On est sur la moto et ça m'a complètement emportée. Et c'est, comme vous l'avez dit, il y a un drame comme ça qui fait basculer l'intrigue, qui fait basculer le héros vers l'âge adulte. On ne peut pas trop en dire, malheureusement. C'est une histoire d'amitié entre deux garçons qui va être... Eh bien, n'en dites pas plus, on va passer... Ça dépasse juste le cadre, nos régions, nos jeunes qui s'ennuient dans des régions... C'est vraiment... Ça a une portée plus universelle sur l'entrée dans l'âge adulte. La Pampa, donc, qui sort ce mercredi. On va revenir un petit peu sur l'année 2024, puisque les listes des Césars et des Oscars, même si elles sont sorties tardivement pour les Oscars à cause des incendies de Los Angeles, sont tombées. On va faire un petit tour de table, des surprises, des bonnes surprises, des frustrations. Eric, on commence avec vous. Moi, je voudrais que Vindieu remporte tous les Césars. Ah oui. Voilà. Et les Oscars aussi. Ah, Oscar du film étranger, oui. Puisque Emilia Pérez va être balancée. Pourquoi ? Vous avez vu la polémique dans tous les sens qui est partie là. Et ça suffit pour tuer le film à votre avis ? Ils sont tellement politiquement corrects aux Oscars que ça peut être dommageable. Ouais. Non, mais Vindieu, c'est vraiment une révélation. C'est rare de voir un premier film avec autant de joie de tenir une caméra, de raconter une histoire, cette nécessité, cette force qu'il y a que des acteurs non professionnels. Et le héros, lui, est formidable. Il était sélectionné justement au César dans les jeunes espoirs. Il a dit, moi, je m'en fous complètement. Je vais continuer à élever des poulets, je veux pas de ça. Il a refusé d'ailleurs. On a proposé son nom et il a dit, non, je n'y tiens pas, merci beaucoup, je vais retourner faire ma ferme. Bon, ça n'arrivera pas, ils n'auront pas tout ça. Et je regrette que nos enfants, après eux, soient un peu relégués. Et le Comte de Monte Cristo, ça, vous trouvez ça normal quand même, l'amour ouf c'est normal, ça va être le gros truc qui va ressortir en salle et avoir une deuxième carrière. Mais ouais, ça sera le dernier métro. On continue sur les Césars, Anne-Sophie ? Monte Cristo, c'est bien sûr, ils vont récolter un nombre de Césars. Parfois, ils peuvent avoir que les Césars techniques. Oui, c'est pas obligé. Il y a des gens qui ne vont jamais au cinéma. Ils vont quand même. Ils voient très peu de films, ceux qui votent. Mais quand même, c'est un très chouette divertissement populaire, franchement, c'est vachement bien. Mais si on a un tout petit peu de mémoire, si on se remémore, par exemple, ce qu'a fait Claude Berry sur Jean de Florette ou Manon des Sources, ça n'arrive pas à la cheville de ces films-là. C'est vrai que ça fait un peu vieille conne de dire ça, mais sincèrement, c'est vachement bien torché, c'est chouette, et tout, mais c'est pas du grand cinéma, quand même. Je suis d'accord, Vindieu, j'aimerais que... Et on continue un petit peu dans les acteurs, actrices nominés, vous avez des favoris ? Quand même, c'est Sandrine Kiberlin. Ah bah oui. Pour Sarah Bernard. Oui, surtout qu'on a annoncé ici qu'elle allait avoir un César. Quelle déception. Mais de toute façon... Quoi ? Tu es Madame Soleil, visiblement. Moi, j'ai du pif, attention. Mais...
Non, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est souvent le cas. Ça tourne autour de 5-6 films, quoi. Ouais, et vous avez raison. Je pense que les votants ne voient pas les films. Ouais. On devrait nous demander à nous, parce que finalement, je crois que nous sommes ceux qui voyons le plus de films. Or, ceux qui votent. Vous avez vu dans quel état on est? Peut-être ça donne pas envie. Bon, Pascaline, sur les Césars, vous avez. Non, moi je trouve qu'aussi que Monte Cristo, on a compris quoi. L'amour ouf, ils sont pas des mauvais films, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir d'autres choses. Je suis contente quand même d'Outsiders qui sont là. Je suis contente pour Karim Leclou, qui est nommé pour le César du meilleur acteur dans le roman de Jim, que j'avais trouvé super. J'aurais bien aimé voir Laetitia Doche. C'est pas un outsider, Karim Leclou. Il n'y a pas plus chic que Karim Leclou. Bah ouais, mais je sais pas s'il va l'avoir. Vous verrez. Non. Mais alors moi, je crois beaucoup qu'il peut l'avoir. Moi, j'y crois pas du tout. Dans quel film Le roman de Jim. J'aurais bien aimé voir Laetitia Doche, qui était en second rôle, qui était super dedans. J'aurais bien aimé voir Laetitia Doche pour Le procès du chien. Je sais pas s'il était éligible, mais je trouve qu'elle aurait mérité. J'aurais bien aimé voir plus de femmes réalisatrices. Au César de la meilleure réalisation. Je suis contente qu'il y ait un film comme Diamant Brut aussi, qui était un premier film sélectionné à Cannes, que j'ai trouvé très bien. Je trouve qu'elle a été un peu malmenée des fois. Je suis contente que l'actrice soit dans les meilleures révélations féminines et qu'elle soit dans le César du meilleur premier film. Donc voilà. J'espère que les outsider ou pas, mais en tout cas qu'on n'aura pas une hégémonie Monte Cristo amourouf. Mais ce qui arrive souvent dans ce cas-là, c'est que le grand film comme ça a plein de Césars techniques, la meilleure photo, le meilleur décor. Il y a beaucoup de nominations au César. On peut se demander si l'effet de la polémique aura un impact, y compris en France aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric ? Quel sera l'effet aux États-Unis ? Moindre en France, quand même. Mais pour moi, c'est pas un film français, donc. Oui. Mais il y a aussi un César prévu pour Costa Gavras, je crois. Pour un César d'honneur, je crois, pour Costa Gavras cette année. C'est quand même, moi, ça me fait plaisir. C'est l'occasion. Lui aussi, je pense. Oui, peut-être même plus. C'est l'occasion de se souvenir. Ça a été quand même aussi le scénariste de Monsieur Klein, par exemple. Il y a pas que Z. Donc, moi, ça me fait plaisir. Lui aussi, oui. C'est sûr. Puisque vous avez la parole sur les Oscars, il y a des films qui manquent, à votre avis, ou qui n'ont pas leur place? On en avait discuté en préparant cette émission. Moi, ma plus grande émotion de l'année, ça a été un film allemand qui s'appelle La Partition, de Matthias Gleissner. Et je n'ai pas compris qu'il n'ait pas plus fait parler de lui. Dans le Figaro, Eric Neuf en avait parlé. C'est l'histoire d'une famille allemande profondément dysfonctionnelle. C'est en 4-5 chapitres, ça dure 3 heures. C'est un film extrêmement dur, extrêmement violent, qui ne veut rien expliquer. Pourquoi, au sein d'une cellule familiale, 4 personnes, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive à ces extrémités-là? Le type met tout sur la table. C'est vachement intelligent. Et c'est à vous de vous débrouiller avec les petits trucs qu'il vous met. C'est d'une intelligence, ça ne juge pas, ça n'explique pas tant que ça. C'est à vous de vous débrouiller. Moi, j'adore ce genre de construction et ce genre de façon de faire. Mais qui a été victime des graines du figuier sauvage, si on peut dire, qui est sélectionné pour l'Allemagne. Oui, exactement. Et il y a eu au même moment, quelques semaines après, il y a eu ou avant, je crois, il y a Les graines du figuier sauvage, qui est un film magnifique, mais qui, moi, m'a moins marqué. Donc, je regrette vraiment que La Partition n'ait pas eu la carrière que, selon moi, il méritait. Elle méritait. Éric, sur les nominations des Oscars et des films. Moi, je voudrais que ce brutaliste rappelle tout, parce que pour moi, c'est le film qui écrase toute la production. C'est un très, très grand film. Ouais, racontez-nous un petit peu, parce qu'il sort bientôt. Un architecte hongrois qui débarque aux États-Unis après la guerre. Et c'est comme un grand roman de 500 pages. Ça brasse tout. Et ça atteint les niveaux des meilleurs Paul Thomas Anderson. Et il y a un scandale, c'est qu'à Venise, ça n'a pas eu le Grand Prix. C'est Almodovar. Ah oui. Et quand on parlait de films, je peux vous dire qu'on rigole un peu, parce que ça, c'est vraiment... On a l'impression que le cinéma, de temps en temps, peut être un art avec un grand art. C'est un film très long que vous avez... Très long, mais qui est...
qui est un monument. Et Adrien Brody, que vous avez interviewé d'ailleurs pour le Figaro Magazine. Oui, forcément, on pense à l'aventure du pianiste parce qu'il a eu donc le Golden Globe, il est bien placé pour décrocher l'Oscar du meilleur acteur. C'est un très grand film en forme de fresque sur plusieurs décennies, parce que ça nous mène jusqu'aux années 80. Un très beau rôle, et lui, il est formidable dedans. C'est vrai que c'est rare de voir des films comme ça. Alors, c'est un film qui dure 3h30 avec entracte. Donc, c'est un peu étonnant avec toutes les salles le où l'image continue sur l'écran, mais c'est le compte à rebours de l'horloge qui défile. Ah oui. Et c'est un film qui marque incontestablement. Ouais. Et le réalisateur, c'est un ancien enfant acteur qui a déjà fait 2 films. Un qui s'appelle L'enfance d'un chef, qui n'est jamais sorti en France, qui se passait d'ailleurs en France sur... qui est l'adaptation de Sartre. Peu inspiré de Sartre, et comment un type devient fasciste après la Première Guerre. Et puis le portrait d'une star de la musique jouée par Nathalie Portman, Vox Lux. Mais le premier, je ne l'ai pas vu parce qu'il est introuvable. Mais c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a Bérénice Bejo, il y a Yolande Moreau, il y a plein d'acteurs. Il y a Robert Pattinson d'ailleurs dans ce film-là, et il n'est jamais sorti en France. Alors que... curieux, Mais je pense qu'après Brutaliste, les gens vont se réveiller. Brady Corbet. Pascaline, ces Oscars, la liste ou... Bon, je trouve qu'il n'y a pas non plus des masses de surprises. J'attends de voir ce que va donner Emilia Pérez. Je m'interroge vraiment. Non, mais je suis contente pour Demi Moore, moi, parce que je pense que c'est bien parti pour son rôle dans The Substance. Elle a eu le Golden Globe. Alors, c'est une success story à l'américaine, on va pas se mentir, avec cette actrice qu'on avait un peu oubliée, elle l'a dit elle-même quand elle a reçu le Golden Globe, qu'on reléguait un peu au rang, comme elle le dit, d'actrice popcorn. Moi, je ne suis pas fan de tout The Substance, mais je trouve que sa performance est super, dans toute son ambiguïté. Que cette histoire de rédemption, de rédemption, c'est un bien grand mot, mais cette histoire de renouveau, de se réapproprier le succès est intéressante aussi, avec toute son ambiguïté aussi, parce qu'il y a toute cette histoire de les actrices de 50 ans, on nous donne enfin des rôles, oui, enfin vous avez l'air d'en avoir 35, donc bon. Mais je trouve que, en fait, son parcours et le succès qu'elle pourrait avoir et la success story que ça pourrait être si elle avait l'Oscar interroge beaucoup de choses sur notre société, sur notre regard sur les femmes. Et sur le monde du cinéma aussi. Et sur le monde du cinéma. Donc je trouve que ce serait bien, mérité. Je crois que le Golden Globe, c'est le premier prix qu'elle ait jamais reçu. Elle l'a dit, oui, c'est le premier prix. Elle avait eu des radios. Elle avait eu des Radio Awards aussi, mais elle s'est bien gardée de le rappeler. Bon, elle a un peu tout fait pour être oubliée aussi. Oh, est-ce qu'elle a tout fait pour... En tout cas, elle n'a rien fait pour qu'on se rappelle d'elle pour de mauvaises raisons. Je pense qu'à un moment, les propositions ne tombaient plus, et plutôt que d'en prendre des très mauvaises, elle en a pris des moyennes. Elle a élevé ses filles, elle a fait autre chose. Mais là, je trouve qu'un Oscar serait mérité. Mais elle concourt contre Fernanda Torres. Ouais. Moi, je suis désolé, mais Fernanda Torres... Je serai toujours là, de Walter Salles. C'est très beau film. Extraordinaire. C'est presque aussi bien que Roma de Cuarón, sur l'histoire d'une famille... Et tout ce qui se passe, pendant la dictature brésilienne, une grande famille bourgeoise qui est victime de la dictature brésilienne, parce que aussi ça nous explique qu'en France, on a un point de vue un peu caricatural, c'est qu'on pense que quand il y a une dictature brésilienne, il n'y a que les étudiants gauchistes qui vont être emprisonnés, torturés, voire exécutés. Et le Brésil, c'est pas du tout la même chose. Et c'est autant les grands bourgeois de droite que les étudiants gauchistes qui sont... Et le film n'est pas du tout lourdingue, un peu à la Costa Gavras. Tout est effleuré. Je crois qu'il vient d'un point de vue bientôt, Costa Gavras, donc comme ça... il répondra à vos attaques perfides. C'est pas perfide du tout. Il n'est pas toujours lourdingue. Non, c'est vrai. Ça peut arriver. Comme nous tous. Oui. Bon, réponse le 11 février. Mais justement, il a un nouveau film qui sort, Eric Neuf, Costa Gavras. Le dernier souffle. Qui n'est pas son meilleur, sur les... Qui est adapté d'un livre de Régis Debray, je crois. Qui est joué par Podalidas, qui réussit le prodige d'être mauvais, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il faut dire, si vous êtes malade et qu'en soins palliatifs, vous vous réveillez et que vous voyez que le médecin, c'est Cadmerade, vous préférez y passer parce que... Non, c'est un téléfilm très, très platounet et qui fait espérer le débat des dossiers de l'écran après. C'est pour ça qu'on va parler du film uniquement.
Et qui sort, je crois, la semaine prochaine. Mais le film n'éclaire pas tant que ça sur la question. Non plus, oui. C'est un drôle de truc. On se demande pourquoi ils l'ont fait. Peut-être parce qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat en ce moment sur ce sujet. Mais alors si on doit se taper tous les sujets de société maintenant au cinéma. C'était pas si mal les dossiers de l'écran. C'était très bien. C'était en direct en plus. C'était en direct. Donc le dernier souffle de Costa Gavras, bientôt. D'autres films qui sortent dans les prochaines semaines. Un film corse. Oui. Alors, la Corse a vraiment le vent en poupe. Un très beau film d'un point de vue cinématographique. qui s'appelle Le Mohican. Le réalisateur s'appelle Farucci, je crois. Farucci, oui. Farucci. C'est l'histoire d'un berger corse qui élève des chèvres le long, sur une exploitation proche du littoral. C'est le dernier sur l'île. Parce qu'avec le tourisme, la spéculation foncière, tous, ils ont été obligés de partir. Et lui, il reste là. Et bien entendu, le soir, il reçoit des visites de gens du milieu lui demandant de bien vouloir décamper, ce qu'il refuse de faire. Et alors, c'est formidable parce que c'est évidemment, et donc les types vont s'en prendre à lui. C'est un peu comme un western. C'est l'histoire on se bat pour un territoire. Et puis après, ça va tourner à la chasse à l'homme, parce que lui, il en bute un, et après, il part à travers la Corse. Il est poursuivi. C'est une chasse à l'homme, c'est aussi la construction d'un mythe, parce que pour toute une partie de la Corse, ce type devient un héros. Et c'est absolument génial. C'est très politique, et c'est un hymne à la Corse, et c'est pas si chauvin que ça non plus, d'ailleurs. L'équilibre est bien trouvé, c'est un super film. Et c'est dans l'esprit À son image, Borgo, Le Royaume, que des films corses qui sont un peu dans cette idée, qui ne sont pas chauvins, mais quand même qui racontent la Corse. Ils sont incroyables, où il est poursuivi, donc par des gars, etc. Et là, il se réfugie dans des villas où il y a des gens en vacances. Les gens sont dans la piscine, alors lui, il en sent, il se cache dans la cuisine, il court. Les gens n'ont rien à faire, enfin, ils sont dehors, ils se mettent de l'huile solaire. C'est incroyable, c'est les deux Corses, quoi. La Corse du divertissement, des vacances, du pastis, etc. Et puis derrière, la Corse qui souffle, la Corse du milieu. Cette scène est insensée. Allez voir le film, il est vraiment bien. Le Mohican de Frédéric Farucci, très bientôt, la semaine prochaine, je crois. Je crois que c'est le 12. 12 février. Ouais. Pascaline, un coup de cœur peut-être dans les semaines à venir pour L'attachement, qui sort mi-février, je crois, qui est un mélo français de Karine Tardieu. L'histoire, c'est Valeria Brunetti-Tedeschi, qui est... C'est votre idole ? Moi, oui, on peut le dire. L'une de mes idoles. Je n'en ai pas qu'une, mais oui, c'est vraiment l'une de mes idoles. Elle peut tout faire. Elle est célibataire endurcie, quinquagénaire, sans enfant, qui l'assume et qui le vit très bien, libraire, féministe, et qui va petit à petit tisser des liens de plus en plus intimes et étroits avec son voisin de palier qui élève ses 2 enfants, seul. Et donc le film parle de ces liens d'attachement que l'on crée avec des gens qui ne sont pas forcément ni vos amis, ni de votre famille, des gens que la vie met sur votre route alors que vous ne les avez pas choisis. Ça parle de ça, de ces liens d'attachement, ça parle des liens d'amour et des liens de proximité qui vont au-delà des liens du sang, d'une famille qu'on se choisit. Voilà, c'est un mélo, c'est très bien joué, tout le monde est excellent. Évidemment, Valeria Brunetti-Tedeschi, Pio Marmaille, Yves Malaponce, tout le monde est super. Tout le monde est très digne, très noble, tout le monde a des sentiments, même dans les situations les plus douloureuses, tout le monde a des sentiments très dignes, très nobles. Ça tire vers le haut tellement, parfois c'est un petit peu, on se dit, mais dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, c'est peut-être aussi à ça que sert parfois le cinéma. Clara Gello, L'attachement de Karine Tardieu. C'est vrai, je dois dire que Valeria Brunetti-Tedeschi, que j'aime beaucoup aussi, trouve ici un rôle magnifique et elle en fait quelque chose. J'aime beaucoup ce qu'elle fait de ce personnage. Et cette amitié entre cette femme et ce petit garçon notamment, puisque c'est lui qui revient indéfiniment vers elle, et est assez bouleversé. Parce que c'est adapté d'un roman d'Alice Fernet, je crois. Oui, alors c'est très librement adapté. Ouais. D'ailleurs, Karine Tardieu me racontait qu'elle l'avait lu, qu'elle l'avait pas spécialement aimé, et puis un jour, elle l'avait aimé, mais c'est-à-dire Vaut mieux ça que l'inverse. En tout cas, il lui avait pas inspiré l'idée ou l'envie de l'adapter, et
c'est Fanny Ardant qui un jour était chez elle et voit ce livre et Fanny Ardant lui dit ah ben alors c'est marrant parce que j'ai lu ce livre et j'ai tout de suite pensé que vous pourriez l'adapter. Alors Karine Tardieu l'a relu et il y a vu une manière de raconter une autre histoire qui partait un peu de la même situation, mais voilà, et c'est un très très joli film. Puisque vous avez la parole d'autres films à venir. Alors, on parlait tout à l'heure des Oscars. Parmi les nommés, il y a Kieran Culkin qui est nommé pour A Real Pain, le film de Jesse Eisenberg. Vous savez, c'était l'acteur qui jouait dans Zuckerberg, Social Network, qui interprétait Zuckerberg. Donc, ça sort le 26 février. J'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est extrêmement fin, qui raconte l'expédition de deux cousins que tout oppose, deux Américains qui font un voyage en Pologne sur les traces de leur grand-mère, qui a disparu récemment et qui a émigré aux États-Unis après la guerre. Et donc, ils se disent, s'il n'y avait pas eu la guerre, on aurait vécu sans doute ici, en Pologne. Et c'est l'occasion pour ces deux hommes de se rapprocher. Et c'est vraiment très, très joli. C'est un peu la thématique brutaliste, un petit peu sur cette veine-là. Ouais. Je n'ai pas encore vu The Real Pain, mais à mon avis, c'est pas du tout la même ampleur, non? Non, c'est pas la même ampleur. C'est un petit voyage d'une semaine. Ouais. Mais qui est un peu sur le ton de la comédie, quand même. Oui. Il y a des scènes très drôles. Kieran Culkin, vous savez, c'est l'acteur qu'on a surtout découvert dans la série Succession, qui jouait le petit dernier insupportable. Et il a ce côté virtuose que tout le monde pense tout bas. Il est extrêmement sensible et ça fait de lui quelqu'un à la fois insupportable et extrêmement attachant, face à Jesse Eisenberg qui joue un garçon plus posé mais extrêmement angoissé, et ça marche très très bien aussi. Et c'est Eisenberg qui réalise et qui joue en même temps. Qui joue le rôle, voilà, du... Qui avait déjà fait un film... Ouais, crois, mais que... Non, ça vous dit rien? Peut-être, je sais pas. Qui n'avait pas marqué tant que ça. La preuve, Eric Neuf ne s'en souvient pas. Ouais. Et lui non plus. Comencini? Oui, Francesca Comencini, Prima la Vita, qui n'est pas le titre italien d'ailleurs. Ah oui, c'est le mystère de la distribution. Mais c'est une phrase que le héros dit à un moment donné, la vie d'abord. Son mantra, c'est la vie d'abord, le cinéma ensuite. La vie et le cinéma après, parce que c'est un portrait de son père Luigi Comencini, qui visiblement l'a élevé pratiquement seul. Et c'est un très très beau film sur comment un père empêche sa fille de devenir n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, elle se drogue, et il la soigne, il la séquestre, il l'emmène à Paris pendant un séjour où ils vont au cinéma, où il voit l'enfance nue de Piala. Et à son tour, elle deviendra réalisatrice. Et le film est merveilleux, bercé par Neil Young et la 7e symphonie de Beethoven. Et on voit que, contrairement à ce que vous disiez, la famille, c'est pas toujours dysfonctionnel, et qu'un père, ça peut être une chance pour une fille. Surtout qu'au début du film, on voit bien sa règle de l'éducation, c'est ne jamais mentir. Ouais. C'est ça c'est pas un mauvais truc dans une famille. Et d'ailleurs, quand elle se drogue, c'est le moment où elle va commencer à lui mentir, et il ne supporte pas ça. Et il lui dit, si tu me mens, tu ne reviendras jamais ici, je ne te verrai plus de ma vie. Et je crois que c'est la bonne méthode. Bon, puisque vous avez dit du bien d'un film... Oui, mais ne le répétez pas. Voilà. On va vous retrouver sur Queer pour nous dire un peu de... J'avais oublié celui-là. C'est quand même Daniel Craig, le grand retour de Daniel Craig, puisque on ne verra plus jamais de James Bond, puisque Barbara Broccoli refuse de céder quoi que ce soit, puisque Amazon Prime, qui a récupéré les droits de James Bond, parle de contenu. Et donc elle est devenue folle en disant James Bond, c'est pas des contenus, donc elle ne cède rien. Donc à mon avis, il n'y aura plus jamais de James Bond. Donc on va rester sur Daniel Craig mort, exactement, qui joue dans ce film Queer que vous n'avez pas beaucoup aimé. Déjà, William Burroughs, c'était illisible, mais alors le film est complètement fidèle au bouquin. Et ça prouve que Daniel Craig était un très mauvais acteur, et là, ils tiennent à ce que ça se sache une bonne fois pour toutes, sans le smoking de James Bond, parce qu'on voit qu'il est aussi mauvais avec une seringue à la main qu'avec le PKK de 007. Et le film est d'un ennui, d'un vide, d'une prétention.
et ce Guadagnino, qui n'a fait qu'un seul bon film, le premier, Amore, qui était magnifique. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, à mon avis. C'est une histoire Gary Ajar, c'est pas lui qui l'a tourné. Il y a une telle absence de personnalité chez ce type-là. Il se prend de temps en temps pour David Lynch. C'est grotesque comme film. Steve McQueen aussi. Ouais, un petit peu. J'y avais pas pensé, mais on pense jamais à Guadagnino. Non. Tout le temps à quelqu'un d'autre, en moins bien. Et le film est une purge absolue. Là, ce type qui traîne son ennui au Mexique, là, il y a une séance de drogue à l'ayahuasca qui vaut son pesant de cacahuètes et qui figurera, je pense, dans les bêtisiers à la fin de l'année. Ouais, vous l'avez vu aussi, Clara ? C'est sexe, drogue et guacamole, c'est ça. Il n'y a pas assez de guacamole. Ah ouais, c'est vraiment une purge, c'est éprouvant, ça raconte rien. C'est un peu porno parfois, faut dire ce qui est. Porno, si, parce que c'est crado. Moi, j'ai trouvé que c'était inintéressant et décevant parce que j'aimais bien Daniel Craig. Je trouve pas que ce soit un mauvais acteur. Mais oui, il est jaloux, Neuf. Enfin, non, j'étais jaloux de il voulait être James Bond, de Pierce Brosnan, mais de lui, non. Et là, maintenant, ça n'a aucun regret. Joli film, loin du Mexique, mais à bicyclette, mais en Europe. Ah ouais, très joli film de Mathias Melkus, qui est très autobiographique, c'est quasiment un documentaire. Mathias Melkus avait un fils qui était clown, qui a fait un voyage à bicyclette avec un copain il y a quelques années. Et il a mis fin à ses jours peu de temps après ce voyage. Donc il a laissé un père évidemment inconsolable et dans l'incompréhension la plus totale. Et pour tenter de trouver des réponses et de se rapprocher un peu de ce fils disparu, Mathias Melkus décide de refaire ce voyage à vélo et dans lequel il embarque son copain à lui qui est Philippe Rebaud. Et donc voilà, ils jouent leur propre rôle, ils ont les mêmes noms, etc. Et c'est l'occasion de... évidemment, c'est bouleversant puisqu'on sait que c'est une histoire vraie, mais il y a aussi des moments très rigolos parce que ce sont deux acteurs de comédie et on sait pourquoi. Ils aiment rire et ils sont drôles. C'est aussi l'occasion d'échanges très profonds entre les deux. Ce sont deux grands sensibles. C'est un très, très joli film que je vous recommande. À bicyclette. C'est une chose, c'est aussi un film c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, qui n'explique pas le geste du gamin. On reste sur le mystère. C'est pour ça que c'est assez fort. Ouais. Je trouvais ça très bien aussi. Alors c'est un peu galvaudé, mais c'est vrai que c'est finalement une ode à la vie, parce que au début, Mathias Melkus dit moi le seul moyen que j'ai l'impression que pour me rapprocher de mon fils, il y aura que la mort. Et Philippe Rebaud lui dit non, tu vas voir dans la vie, tu vas pouvoir te rapprocher de lui. Et c'est vrai que c'est un film qui est plein de vie. À bicyclette, mais puisqu'on est en février et qu'on est donc bientôt au mois de mai, est-ce que vous avez un petit peu des rumeurs sur le Festival de Cannes ? Des films qui y seront, des films attendus ? La vraie rumeur, c'est qu'on y sera. Oui, c'est pas une rumeur. Je pense que ça ravit beaucoup de gens. Ouais, c'est pas une rumeur, c'est une fatalité. Non, ne boudons pas notre plaisir. Non, il y a déjà des films qui sont un petit peu pressentis. Oh là là, mais je pensais pas vous poser. Non, je pensais pas vous poser une colle. Faites croire que vous êtes journaliste cinéma. On est les seuls à ne pas faire partie de la commission de sélection à Cannes. Ça, c'est comme les votants des Césars. Je sais pas, moi j'ai vu un très mauvais film la semaine dernière. Il y sera. J'espère qu'il n'y sera pas, mais peut-être suis-je la seule à avoir. J'ai vu un film qui s'appelle Le choix du pianiste. C'est d'une lourdeur, mais alors. C'est un petit peu démonstratif. Oh là là. Dès qu'il y a pianiste dans le titre, le film est mauvais. Ah la vache, c'est vrai, c'est incroyable. Hein. C'est un film historique, mais qui part d'un bon sentiment. C'est un bon sentiment, c'est un pauvre pianiste qui a voulu aider sa prof de piano qui était juive et qui après porte un fardeau très lourd et qu'on prend pour un collabo qu'il n'est pas, etc. Mais c'est un chef-d'œuvre de lourdingue. Tout est appuyé, les regards sont lourds, les dialogues sont lourds, on voit tout arriver, c'est à s'arracher les cheveux. J'ai jamais vu un truc pareil.
et c'est un pudding. Tout ça pour dire que c'est dégueulasse ce que je dis, mais que j'espère qu'il sera non, mais prenez exemple sur Eric, il n'a aucun scrupule à dire des choses méchantes. C'est un modèle pour nous. Et puis il faut envoyer des mauvais films à Cannes pour qu'on s'amuse. Hein, c'est ça, vrai. Voilà. Et vous envoyez depuis très longtemps, parce que vous le racontez un petit peu dans votre livre, c'est vraiment dans Pain Total là, qui vient de paraître. C'est aussi le cinéma qui vous a permis de sortir un petit peu de après votre accident, quand vous étiez à l'hôpital. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire votre rêve de retourner au cinéma, de dire tous ces films à rattraper. Ah oui, j'ai vu Apocalypse Now avec des béquilles, je me souviens. Et vous l'avez revu avec votre père après en faisant la queue devant le Hautefeuille, parce qu'à l'époque, il y avait la queue devant les cinémas, ce qui n'existe plus du tout. Et à la séance, la première séance du Coppola, ça faisait tout le tour du pâté de maison. On attendait, c'était merveilleux de voir ça. Qu'est-ce qui a vraiment changé en 40-45 ans dans le cinéma pour vous, par rapport à l'époque que vous décrivez, la fin des années 70 ? Les années 70, c'était une période bénie pour le cinéma, que ce soit les films américains ou même français. Il y avait un film intéressant minimum chaque semaine, sinon un chef-d'œuvre par mois. Et ce sont des films qu'on peut toujours revoir. D'ailleurs, les gamins adorent ça. Hein. Ils revoient les Lelouch, les Sautet, les Truffaut, Coppola de ces années-là, n'en parlons pas. Et ce qui a changé, c'est qu'en France, en tout cas, peut-être que c'est l'absence de vrais producteurs qui nuit à la qualité des films. Peut-être que dans les années 70, personne n'aurait financé Toutes pour une. Mais c'était aussi leur rareté par rapport à aujourd'hui. On a 15 films, 20 films par semaine, oui, parfois. C'est beaucoup trop, ça, dont des documentaires qui sont des films faits directement pour la télévision, mais pour avoir l'estampille cinéma et que les droits soient beaucoup plus chers quand ça passe. Oui, puis qui a besoin de 20 films par semaine? Même nous, on ne peut pas. Non, on voit. Il ne peut pas y avoir 20 bons films chaque semaine. Ouais, c'est les plateformes aussi. Et maintenant, oui, absolument. Mais les plateformes, il y a des choses intéressantes, puisque comme ils débutent, ils sont obligés... Enfin, ils débutent, maintenant Scorsese fait des films sur les plateformes. Oui, mais ses premiers films, ils ne s'étaient pas fatigués sur les plateformes. Au début de Netflix, on voyait tous qu'ils allaient prendre parce qu'il y avait des moyens, et refourguer un fond de tiroir. Maintenant, ça s'est un petit peu amélioré. Ouais. En tout cas, je vous conseille à tous, que vous aimiez le cinéma ou la littérature, le nouveau livre d'Éric Nehoff, Pain Total, chez Albin Michel. Merci beaucoup, Éric. Merci Anne-Sophie Mercier. Merci Pascaline Potvin. Merci Clara Géliot. On a terminé de ce Club Le Figaro Culture consacré au cinéma. La semaine prochaine, nous recevrons sur ce plateau Éric Dupond-Moretti, qui n'est plus ministre de la Justice, mais qui est acteur sur la scène du théâtre Marigny. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.